Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo sur Université Investisseur parce qu'il y a tout simplement un an de recul par rapport au projet qui a été lancé l'an dernier. Je m'étais interdit de faire un point avant un an, qui est le minimum pour parler de stratégie, même si, je le répète à tout le monde, avant 5 ans d'âge sur les marchés, on peut éviter la présence de signes noirs et donc on peut jamais déterminer vraiment l'aptitude de quelqu'un à gagner de l'argent, mais par tranche de 5 ans glissant, généralement il y a toujours eu un accident suffisant pour tester les prétendants. Voilà, donc là un an c'est le minimum, mais c'est trop court, mais ça donne un aperçu de ce qui s'est passé. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que tout simplement, il y a énormément d'épargnants et d'investisseurs qui pensent, alors déjà en plus qui projettent sur moi, vous allez voir que la réalité n'a absolument rien à voir avec ce qui se dit ou ce qui peut être pensé de comment je peux fonctionner. Euh, il y a beaucoup de gens qui pensent que voilà, pour gagner ou pour réussir ou pour placer son argent correctement, bah, il faut comprendre les marchés, puis faire un pari, puis un autre, puis un autre, puis un autre, sans aucun lien entre les différents paris, aucune logique répétitive, euh, passant d'une idée, d'un thème à une autre, et toujours cette volonté. Alors moi, j'ai envie de dire cette prétention de croire en sa cervelle, dans son aptitude à maîtriser les marchés. Bon, en fait, en ce qui me concerne, ça fait belle lurette que j'ai abandonné les prétentions de pouvoir croire sur les marchés. Et vous allez voir que je me repose intégralement sur des machines qui fonctionnent une fois par mois. Donc, Université Investisseur, pour moi aujourd'hui, au-delà du fait qu'il y a un contenu énorme, le groupe Discord est énorme. Il y a 200 clients en permanence dedans depuis des années. Donc, mon objectif à moi perso, je me suis aperçu en fait l'an dernier, c'était pas de continuer à expliquer ou à former les gens. D'ailleurs, il y a déjà assez de contenu comme ça. C'était plutôt que de leur donner des outils d'aide à la décision, euh, peu importe qu'ils comprennent ou pas. Je pense qu'il est extrêmement difficile, coûteux, long de comprendre les marchés. Donc je me suis dit il y a un an qu'il fallait que je change, même si ça porte le nom d'université investisseur, il fallait que j'apporte du pré-mâché. Voilà. Et donc mon ambition sur l'université investisseur il y a un an, c'était d'apporter du pré-mâché sur les actions américaines, proposer des solutions, et apporter, et j'ai encore fait le point hier, une solution par rapport à la devise partenaire pour gérer son patrimoine. Euh, Tout simplement parce que les gens comprennent absolument rien au système monétaire. Donc ils comprennent pas, par exemple, comprennent pas que un PIB d'un pays dans sa monnaie locale ne veut absolument rien dire, qu'il y a une parité de pouvoir d'achat mondial qui est faite en dollars et que si on passe pas par le dollar, on comprend rien dans le monde, on comprend rien de la valeur. Ils comprennent pas que quand on gagne 100, si on travaille une heure et qu'on gagne 100 euros ou yens ou ce que vous voulez, en fonction du salaire horaire, le pouvoir d'achat qu'on a dans le magasin va dépendre à la fois de la fiscalité locale, donc la taxation de son pays, et de la situation de sa devise par rapport au dollar, par rapport à la parité de pouvoir d'achat mondial. Donc ça, c'est pas compris. Mais alors pas du tout. Un exemple concret, bah, c'est actuellement tous les gens qui investissent dans les actions japonaises. C'est aberrant puisque le yen est complètement dévalué en parité de pouvoir d'achat de 20, 25%, 30%. Donc en fait, si on compare à un mec comme moi qui gagne du dollar, qui est surévalué de 25%, c'est-à-dire que dans un magasin, prenons par exemple le Nikkei cette année qui fait 20% sur 6 mois, qui est la première performance mondiale des actions en 2024, et déjà on lui enlève la moitié, donc 10% par rapport à du dollar avec les parités de pouvoir d'achat. Et en plus, quand on est français, on paye, je sais plus, 30% de taxes sur les gains. Donc en fait, on prend 20, on enlève 30%, il reste 12, un truc comme ça. Et puis on enlève encore 6 de parité de pouvoir d'achat. Donc le mec qui se fait chier à prendre des risques au Japon, au final, quand il va dans son magasin par rapport à ses gains en bourse, il lui reste 6% et les États-Unis proposent actuellement 5,25% sur un an garanti en monétaire. C'est-à-dire que grosso modo, on gagne à peu près la même. Sauf que on n'a pas pris de risque et voilà. Et donc la notion de valeur, elle est absolument pas comprise. Les gens font absolument n'importe quoi
Et le pire, c'est qu'ils pensent, non seulement ils pensent que je spécule en me faisant chier, essayer de comprendre les marchés, mais en plus ils pensent que mes gains de pouvoir d'achat se font en spéculant sur les devises. Alors, bah pas du tout. Je dors sur mon dollar depuis 15 ans qui m'enrichit sans rien branler parce qu'il est surévalué pour X raisons. Ça sera pas, c'est pas définitif, ça changera peut-être dans le futur, mais actuellement, euh, il y a pour moi 2 ou 3 devises qui sont bonnes partenaires pour une gestion patrimoniale et tout le reste c'est des poubelles et on se fait baiser entre la fiscalité et puis la perte de pouvoir d'achat. Donc la valeur de la monnaie dans les magasins ou à la TLM quand on va tirer du cash pour le dépenser dans la vraie vie. Sur 200 pays, bah, il y en a 195 ou 197 qui sont foireux, qui présentent aucun intérêt. Donc mon ambition d'université investisseur, c'est de faire un point en permanence sur ces questions chiantes de devises qui libellent les patrimoines et de rappeler mes choix, en tout cas ce que je fais pour moi et les raisons pour lesquelles je mise sur ces devises ou les raisons pour lesquelles justement je ne mise pas. Par exemple, ma vidéo sur l'yen était là pour rappeler que c'était quand même un peu du suicide, que d'aller se foutre son patrimoine sur du yen. Même s'il y a des gains, encore une fois, entre la fiscalité et la parité de pouvoir d'achat, au final il reste rien. Donc pour moi c'est aberrant. Donc University Sister, c'est cette première partie-là et cette deuxième partie qu'on va voir maintenant qui consiste à apporter des solutions. Une fois par mois, je me suis aperçu aussi que voilà, constituer des portefeuilles de 5, 10, 15 lignes, c'est contraignant. Suivre les marchés, c'est contraignant. Donc il y a un an, ça c'est voilà, il y a un an en fait, j'ai fait 6 propositions en proposant, enfin en misant sur méga cap et rotation thématique. La rotation thématique, c'est une stratégie qui est basée sur la corruption. Je pars du principe que le monde entier est corrompu, que les politiciens sont des raclures et que en bourse, commencer une raclure, tout simplement c'est quelqu'un qui se fait élire et qui d'abord ne fait pas du tout ce qu'il a proposé, mais qui fait un show en public pour détourner l'attention. Pendant ce temps-là, en fait, l'argent est collecté via les impôts et redépensé dans des mains amies, ce qu'on appelle l'oligarchie, c'est-à-dire que c'est dépensé dans les multinationales avec des contrats publics et l'intérêt pour le peuple est pas prouvé. Par contre, la manne et les commandes sont, elles, récurrentes. Et donc, je considère qu'il y a une rotation. Je considère que le monde est vraiment pourrave. Cette rotation thématique, j'ai pas fait les perfs, mais elle marche très très bien. Je considère que le monde est pourrave, que l'argent public qui représente la moitié du PIB mondial n'est pas dépensé de manière pragmatique ou intelligente ou avec sagesse, mais juste pour s'en foutre plein les fouilles. Et donc, j'ai isolé des secteurs qui bénéficient de cette corruption et qui font une rotation, tout simplement parce que les contrats passent d'un thème à un autre en fonction des époques et du global macro. Cette stratégie fait le job. Ça rapporte en moyenne, je crois, 17% par an depuis 15 ou 20 ans, jusqu'à ce qu'on puisse remonter. Et je pense pas que ça va s'arrêter. Je pense pas que la corruption va s'arrêter. Je pense que c'est une valeur sûre. Et les méga caps, c'est sur les grosses valeurs américaines, internationales. Donc j'ai lancé les sélections du mois, mais ça fait, je communique lourdement pour pas y toucher. Le portefeuille 2030, c'était une stratégie que je vendais, que j'ai arrêté de vendre, que j'ai intégré dans University Investor pour faire le suivi, mais je déconseille fortement également d'y toucher. Sélection du mois, pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans un marché à 2 vitesses où il y a absolument, les indices font zéro du surplace. Depuis 1 ou 2 ans en fait, on est en pseudo-récession et c'est masqué par les méga caps. Et le waiver modifié, ça c'était du marketing pour montrer que voilà, comme c'était très très populaire en France, je voulais modifier le all waiver. Mais en fait c'est une connerie parce que la rotation entre assets, ça marche pas. Enfin du moins c'est pour gagner des clopinettes. Même si ça se fait en dollars, ça reste quand même des clopinettes, donc je suis contre, mais comme j'ai commencé à le publier, chaque mois je continue. Et ça c'était une vidéo que j'avais publiée sur YouTube, Small Cap Low Volatility, qui est un compartiment de valeur sur un siècle. Toutes les tests statistiques des asset managers avaient démontré un biais massif sur ce compartiment de valeur. Après, c'est du screening, c'est pas une stratégie. Et à mon sens, aujourd'hui, c'est pas très exploitable dans les conditions actuelles de marché à nouveau. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, les assets, les small caps en prennent plein la gueule. Les leaders, les sélections de moi, c'est des multinationales qui ont plus de 25 ans d'âge. En prennent plein la gueule. C'est flat, en fait. Ça gagne, ça perd, ça gagne, ça perd, ça déclenche,
Ça confirme jamais, donc ça marche pas. Il n'y a pas grand-chose qui marche, mais par contre, mon intuition il y a un an, c'était de fournir, je pense, les multinationales sont complètement déconnectées de l'économie américaine. On est vraiment face à des entreprises mondiales. En France, on a LVMH. En Europe, il y a la boîte là qui fait de la médecine, qui vend des produits pour pas grossir. Je me souviens plus comment ça s'appelle, Novo, machin, je sais plus trop quoi, je sais plus le code, le ticker. Mais il y a LVMH, il y a un certain nombre de méga caps également en Europe qui sont très intéressantes à surveiller. Et puis, bah, je l'ai pas fait pour l'Europe, mais il faudrait étudier. La France est particulièrement connue pour recycler l'argent public prélevé dans des mains amies. Donc j'imagine qu'une stratégie de corruption qui fait une rotation devrait obtenir également des bons résultats. Voilà, donc aujourd'hui, ça fait un an que j'ai lancé tous ces signaux. Donc j'ai fait le bilan de Megacap sur un an. Voilà, donc ça c'est les résultats mois par mois. Euh, que dire? Alors, que dire? Le premier truc de Megacap, c'est ce graphique-là. J'étais pas chaud pour lancer il y a un an, mais il fallait que je donne à bouffer quand même aux clients de l'Université Investisseur. Euh, J'étais sûr de la stratégie, mais on était en excès. Moi, je regarde toujours les stratégies sur 36 mois glissants. On était en excès il y a un an quand j'ai lancé. On était en redescente en fait d'un excès. Parce que la stratégie avait gagné jusqu'à 100% sur une année, donc j'étais un petit peu dérangé. Mais c'était tellement fort les performances que je me suis dit que ça allait tenir, et ça a tenu comme vous pouvez voir, parce qu'on est retombé sur la... On a une vitesse de croisière de cette stratégie qui est aussi entre 20 et 40% de gains par an. Euh, donc là on a comme une décennie, hein, donc c'est une stratégie qui tient la route sur une décennie. Et donc j'ai pris un peu le risque, surtout que j'ai pas du tout confiance dans les saloperies qui gèrent ma vie au-dessus, qui cherchent toujours à me baiser la gueule. Néanmoins, je suis très content de voir que ça a tenu le coup et que je me suis pas fait trahir. Donc les performances, voilà, 43%, c'est un petit peu en excès par rapport aux 20-40% standard. Enfin, c'est super propre. Donc là, en 2024, ça doit être ça en fait. En 2024, on a 6 mois, donc évidemment, ça a cartonné. On est quand même 45. On a fait je crois d'ailleurs que l'an dernier c'était flat, les 6 premiers mois étaient flat à ce niveau-là, et ensuite on fait 45% de gains en ligne droite, ce qui est assez fort. Euh, Pourquoi c'est une stratégie intéressante? Parce qu'elle fait de l'alpha par rapport aux indices en fait. Alors ça veut dire quoi faire de l'alpha? Bah, tout simplement ça c'est le SP500 sur un an, donc il est passé de 440 à 547, ce qui fait 25% de gains environ, ce qui est déjà monstrueux, énorme, et le fait de pouvoir gagner 45%, un petit peu moins, 44%, ça veut dire qu'il y a un excédent de performance de 20%, ce qui est juste monstrueux. Sachant que, pour que vous puissiez comparer avec vos positions sur les marchés européens ou sur le marché japonais, manifestement, vu la slave de... je me suis pris un certain nombre de réactions suite à ma dernière vidéo sur YouTube, sur le yen. J'ai découvert avec stupéfaction, je pensais que c'était assez obscur, en fait, le marché japonais, mais pas du tout. Il y a plein de Français qui sont positionnés en approche value sur les actions japonaises, et donc j'ai pris un certain nombre de réactions. Mais voilà, le souci, c'est que l'euro et puis le yen sont complètement dévalués. Donc là, quand dans Université Investisseur, on a une stratégie qui gagne 43% et qui fait 20% d'alpha, même si on implique la fiscalité par-dessus, pour un Européen comme pour un Japonais, les gains de pouvoir d'achat sont monstrueux, puisqu'il faut réinjecter un écart de moins 25 plus 25. Donc déjà, on se retrouve avec une performance délirante en pouvoir d'achat, encore une fois, dans son magasin. Ça n'a pas de sens. Je comprends pas les gens en fait. Je comprends pas. Ça fait 50 vidéos que je fais sur le pouvoir d'achat, la valeur réelle. Tout le monde continue de se branler sur la valeur nominale, de comparer son petit or en euros, de dire ah non mais le PIB, oui le PIB russe, j'ai fait une vidéo sur le PIB russe, ah mais non mais ça veut rien dire, de l'évaluer en dollars, en roubles il vaut rien. Et non les mecs, c'est vous que vous comprenez absolument pas l'argent à une équivalence dans le monde réel des biens et des services. C'est quand vous prenez votre carte bleue et que vous allez à Carrefour acheter votre bouffe. Là,
Là, on n'est pas en train de faire un score pour faire plaisir à maman, dire ah j'ai gagné ci, j'ai gagné ça, alors qu'en fait non, vous n'avez pas gagné ci et ça, vous avez gagné beaucoup moins parce que vous êtes en train de vous faire truffer par vos politiciens qui vous la mettent bien profond là avec la Banque Centrale Européenne en termes de valeur réelle et de pouvoir d'achat entre les taux d'inflation qui sont faux et puis l'euro qui est complètement dévalué par rapport à la valeur des choses. Vous croyez quoi qu'une télé, elle est différente aux États-Unis, à Panama, en France, au Japon? Non, une télé, son prix, il est mondial. Voilà, désolé, mais c'est le même prix pour tout le monde. Et ce qui change, c'est juste les frais de livraison éventuellement et puis la fiscalité. Donc, on gère pas son argent en fonction de oh non, je vais faire un score. Le seul intérêt qu'il y a de la France, c'est le PEA parce que c'est pas fiscalisé. Donc là, on arrive à avoir un avantage sérieux sur le marché qui est d'éviter 30% d'impôts. Donc là, je comprends, il n'y a pas de problème. On met un PEA, on met son argent dedans, on skip la fiscalité, ça me pose pas de problème. Mais alors, aller sortir du PEA pour faire de l'or ou des actions japonaises, alors que virtuellement, il n'y a aucune chance de battre, ne serait-ce que par les mécanismes de pouvoir d'achat, et aucun intérêt financier, c'est littéralement quasi impossible, à moins de faire 100%. En fait, pour arriver à compenser la création de valeur américaine et le dollar surévalué, il faut environ faire 100% de gains par an sur la bourse européenne ou japonaise. Je veux dire, qui fait 100% par an parmi vous? Personne, un mec sur 1000. Donc vous avez absolument aucune chance d'y arriver, mais tout le monde y va. La queue en avant, et vas-y, en plus, je te nique Charles, je t'envoie des emails, tout ça, je t'apprends la vie et tout. Mais les mecs, comptez, apprenez à compter, ça n'a aucun sens ce que vous faites. Vous êtes en train de vous ruiner votre pouvoir d'achat, votre carte bleue, Et après en plus, qui chiale qu'il va à son Carrefour et qu'il y a plein d'inflation en France et qu'on peut plus payer? Probablement les mêmes mecs qui sont à fond sur les actions value japonaises ou même sur les actions européennes fiscalisées. Ça n'a pas de sens. C'est un truc de neuneu en fait. C'est aberrant. Donc moi je pense que l'objectif de l'université investisseur depuis un an est atteint parce que mon objectif justement était d'éviter cette connerie à la fois de pouvoir d'achat et puis de trouver une manière de faire du timing bien. En plus avec des stop loss anti-marché baissier et surtout ne pas y consacrer de temps en fait parce qu'il y a aussi une autre chose sur les marchés financiers quand on gère son patrimoine, c'est que le temps qu'on y investit, c'est comme l'immobilier, de faire sa comptabilité de combien rapporte son immobilier alors qu'on y consacre 50 heures ou 100 ou je sais pas combien d'heures tellement c'est casse-burne l'immobilier locatif et que ça on le rentre pas dans les coûts, bah ça s'appelle pas calculer une rentabilité d'investissement. Donc moi, ce que j'aime en tout cas dans ma proposition sur cet investisseur, c'est qu'il faut pointer son cul le dernier jour du mois, 2 heures avant la clôture, et basta, on fait autre chose le reste du mois. Donc moi, je pense que il n'y a même pas de dépense temps et d'énergie. Alors après, pourquoi ça marche? Est-ce que là, dans des signaux que je vous montre, là, donc tous les mois, c'est une ligne, c'est 3 lignes en fait. Je me suis aperçu aussi que c'est compliqué quand on a 10, 20, 30 000 de régulariser 3 lignes équivalentes, 5, 6, 10 lignes équivalentes. Donc moi, je suis revenu à des portefeuilles de 3 positions, 4 positions, très, très concentrés. Et est-ce que je réfléchis pour faire ça? Non. J'ai une machine qui calcule tous les mois ces positions à prendre. Avec les stop loss bien sûr, même si on a vu que ça a souffert un petit peu l'an dernier. J'ai amélioré d'ailleurs au début de cette année le système de stop loss pour faire les stop loss synthétiques qui collent mieux au marché, du fait que les indices en fait boursiers aujourd'hui sont un petit peu déformés avec la pondération. Donc aujourd'hui mon système de stop loss est différent de celui de l'an dernier. Cela dit, il n'y a pas eu de stop loss déclenché cette année, mais voilà, jamais je réfléchirais, mais jamais j'aurais cette prétention de pouvoir penser que je vais comprendre et analyser et anticiper correctement. Parce qu'en fait, il y a aussi un investissement narcissique de la part des gens qui font de la bourse. Ils pensent que voilà, ils vont pouvoir se prouver qu'ils sont forts ou intelligents. Jamais de la vie, je m'aventurerais à déjà essayer de prouver mon intelligence via les marchés, à me mesurer. Il faut quand même savoir que les grosses boîtes de gestion américaines, c'est des hectares de bâtiments remplis d'ordinateurs pour faire les anticipations et leurs paris. Citadel, là, qui n'arrête pas de gagner, qui a gagné, je sais plus, entre 50 et 100 milliards au cours des 10 dernières années. Je crois qu'ils ont 3 hectares d'ordinateurs à Seattle, je sais plus si c'est ça ou l'autre. Bref, jamais de la vie, jamais, il faut vraiment vous retiriez cette pensée de la tête, jamais de la vie, je m'aventurerais à aller me battre contre ces gens-là, je n'ai aucune chance.
Donc je ne cherche pas à comprendre. Je repose sur une machine qui a une logique qui se duplique sur 15 ou 20 ans, même si c'est pas assez, mais le problème c'est qu'on peut pas remonter en arrière avec les biais du survivant, parce qu'aujourd'hui la techno n'existait pas avant l'an 2000, donc on est un peu emmerdé pour backtester sur le passé, parce que les conditions globales macro n'ont plus rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Mais voilà, je me repose sur un programme qui me crache des signaux d'achat dans une logique répétitive qui a fait ses preuves, alors que j'ai créé, mais c'est une logique répétitive et je n'y pense jamais. Aujourd'hui, je déroule depuis un an. Voilà, le job est super bien fait. Je ne sais pas quel est le futur, mais pour cette première année, j'estime que l'objectif a été atteint et je vous recommande vraiment de ne pas chercher, comme tout le monde fait, à essayer de comprendre quoi que ce soit sur les marchés, compte tenu du niveau de compétition, d'intelligence artificielle, des moyens qui sont mis en œuvre. Autre chose, si vous voulez un autre conseil, beaucoup de gens regardent la bourse sur une base quotidienne, donc en format daily. Pour moi, c'est du suicide. Jamais je fais ça, soit d'heure par heure ou du mois par mois, peut-être de temps en temps du weekly. On a développé avec quelqu'un d'Université Investisseur un premier robot. Je fais une offre de robot d'investissement et une offre de robot de trading. Donc là, la première stratégie, elle est en weekly. Pourquoi? Parce qu'elle utilise en partie le Nasdaq et que le Nasdaq en monthly, on a vu avec le Covid, on peut quand même se prendre un pain de 30 ou 40% dans la tronche. Donc pour coller au marché, pour optimiser les sorties et contrôler les drawdowns, cette première stratégie en weekly, mais la plupart du temps, toutes les stratégies qui sont sur Université Investisseur sont en monthly. Ça n'a pas de sens d'aller en daily, ça fait partie Mais pour moi, il faut être neuneux, quoi, vraiment, entre les actions japonaises, donc les problèmes de devises qui plombent, les problèmes d'imposition, et après faire la guerre au format daily contre les plus gros cerveaux de la planète, mais il y a tous les putains d'ingénieurs de data mining et tous les mecs super calés, ils sont embauchés dans hedge fund, qui investissent en daily, qui exploitent n'importe quel biais, et là je vois des épargnants m'expliquer la live déjà, me dire là, jacter comme des mômes, et en plus les mecs vont se foutre la gueule là-dedans, pour moi c'est foutre la gueule dans la gueule du loup, quoi. Donc jamais je ne développe et jamais je ne conseille aux clients de développer des stratégies en daily, c'est le pire, c'est la gueule du loup, quoi. C'est le truc le plus dur possible, c'est la plus grosse compétition. S'il y a des biais, ils vont être, avec l'intelligence artificielle, si des biais se créent sur les marchés, ils vont être quasi systématiquement exploités. Pourquoi en heure par heure ça ne l'est pas? Parce que les hedge funds ont trop de capitaux, ils peuvent pas trop intervenir en heure par heure, donc ça fait une protection. Le day trading et le trading en heure par heure, c'est comme les small caps, ou ce que fait Loïc Abadi. C'est des zones de marché où justement la compétition est annulée en fait via des phénomènes de liquidité. Il n'y a pas de liquidité pour que les gros poissons viennent chasser là-dedans. Donc le B à bas, c'est quand même l'instinct de survie de se dire bah tiens, je vais éviter d'aller m'emmêler les pieds dans le tapis des gros poissons. Je vais pas jouer dans leur cours, je vais jouer ailleurs. Donc moi, ça fait bien longtemps que j'ai fait ce pari d'aller sur le mensuel, parce que sur le mensuel, encore que les cours mensuels sont trafiqués justement pour les mises à jour des ETF, etc. C'est quelque chose que je pense modifier dans l'avenir. On est en train de développer des outils justement pour éviter cette clôture mensuelle qui est... Et c'est clair, hein, cette stratégie, je pense qu'on peut l'améliorer de 15 ou 20% en gain quand j'aurai récupéré des data eurodatées en heure par heure pour justement m'extraire du piège de la clôture mensuelle des investisseurs institutionnels. Je pense qu'on peut beaucoup mieux faire juste en s'extrayant de ce problème de clôture mensuelle. Mais traquer en mensuel ou en weekly, c'est la base. C'est comme la parité de pouvoir d'achat, c'est comme les impôts. Si on peut optimiser le système dans lequel on joue, c'est des optimisations, on ne peut pas les compenser en étant génial au niveau du timing. Ça sert à rien, c'est impossible à compenser. Donc j'espère que cette vidéo vous fera réfléchir. Et puis si vous avez... Ce que j'aimerais en fait, quand je fais une vidéo comme ça, c'est que vous repreniez vos performances à tous, plutôt que me balancer des emails de merde, et puis vas-y,
et puis le yen, et puis que j'ai rien compris. Alors, je peux vous parler du yen encore. On m'a dit, non, mais le yen, il y a une grosse réserve de change de 1 trillion 3, Charles. Et donc, la dette japonaise, elle est sécurisée. Et donc, tu racontes des conneries. Le yen, il va rebondir pour que je puisse gagner à la fois sur mes petites actions value et puis sur mon yen qui va rebondir face à l'euro. Euh, les gars, le gouvernement japonais, il a 10 trillions de dettes. Donc, ce que je vous invite, c'est aller voir votre banquier. Puis vous lui dites, voilà, mec, j'ai 130 000 euros sur mon compte et tu vas me prêter 1 million d'euros parce que j'ai 130 000 euros pour te le garantir. Je suis sûr que votre banquier, il va kiffer votre raisonnement. Non, le yen est plombé. 10 trillions, c'est quand même 250% sur PIB, ou 260. On est pareil dans la sphère privée, entre la dette des particuliers et puis la dette... Ah ouais, on m'a dit aussi, ouais mais Charles, les entreprises japonaises, elles sont assises sur une montagne de cash énorme, tout ça, qu'ils ont du fric, ils pissent du fric les Japonais, ils pissent pas de la pisse, ils pissent du yen en fait, tellement ils en ont, ça savent pas quoi en foutre. Ouais mais... Et alors après aussi, un truc qui m'a vraiment choqué, en plus c'était quelqu'un qui raisonnait, qui apportait des... et à qui il était possible de discuter, avoir une discussion constructive et factuelle. Mais il a dit un truc, je me suis dit, mais comment on peut penser un truc pareil? Il a dit, le cash dans les boîtes japonaises est un actif pour le pays qui, s'il a un problème de devise et de dette nationale, pourra rembourser. Non, le cash dans les boîtes japonaises sert de pseudo-collatéral, vu la quantité de dettes qu'ils ont, ça sert de pseudo-collatéral par rapport à la dette des entreprises, la corporate debt. L'immobilier japonais qui sont les actifs est backé et sert pour complètement surendetté, sert pour la dette des japonais privés, et il y a la dette de l'État qui est backée par effectivement une réserve de change qui est bien maigre, plus un peu d'or, de machin, mais enfin tout ça c'est ridicule. Le Japon est à plus de 500 ou 600% de dette par rapport à ses actifs. Je pense pas que le Japon remboursera. La seule solution qui lui reste, ça consiste à déclencher 4 à 5% de inflation par an pour gommer la dette. Je vois pas trop comment il est possible de faire autrement. Encore une fois, il suffit de faire de la comptabilité. Et donc, je comprends bien que... Enfin, je vois pas comment, avec ce besoin gigantesque de devoir faire de l'inflation, je ne vois pas comment il est possible que le yen s'apprécie. Puisque l'un des pires facteurs de la valeur d'une devise, ça consiste à augmenter l'inflation. Et donc, voilà. Donc, moi, je vous invite à calculer votre parité de pouvoir d'achat par rapport à votre yen, vos euros. Calculez votre fiscalité, calculez tout ce que vous gagnez, le temps que vous consacrez, et tirez un bilan. Et puis après, avant de me raconter la life comme certains l'ont fait là en masse, vous comparez à ça, par exemple, 1 heure par mois de boulot, avec du dollar surévalué de 25%, en pouvoir d'achat. Par contre, en tant que Français, bien évidemment, il faut rajouter la fiscalité. Mais même avec de la fiscalité, je pense que moi, mon job, il a été fait. Donc, parce qu'il y a plein qui arrivent qui me disent ouais mais Charles il fait des erreurs, Charles c'est pas vrai, Charles il fait ici, les mecs. Ok, je fais des erreurs, ok, mais calculez vos propres erreurs et puis voyons entre mes erreurs et les vôtres combien il reste à la fin. Enfin, ça me paraît du bon sens. Alors, le futur de l'université investisseur, c'est ce truc-là. C'est cool de passer des ordres qu'une fois par mois, mais ça reste chiant en fait. Donc mon envie c'est ce truc là en fait, c'est-à-dire on met un MT5, MetaTrader 5 sur un serveur virtuel, on le code et puis après le robot va exécuter tous les mois les différentes stratégies qu'on souhaite, et donc il n'y a plus qu'à faire le suivi que je fais, à savoir d'analyser les performances comme ça sur 36 mois glissants pour voir bien évidemment que si cette stratégie passe sous les 20% de gains annuels sur 36 mois glissants, bien évidemment que je la couperai, mais tant qu'une stratégie respecte les 10, 15 ou 20 ans d'historique
de performance et de résultats tant que c'est cohérent. Moi, c'est le seul truc qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'il faut que ça reste cohérent avec le passé, hein, bien sûr. Donc là, quand ça baisse comme ça veut pas dire que c'est en train de perdre, ça veut juste dire que les gains qui sont réalisés sont moins élevés qu'ils n'étaient dans la période avant la baisse. Pour que ça perde, en fait, il faut passer sous cette ligne des 0%. Là, on est en situation de perte. Bien évidemment que je coupe les stratégies avant qu'elles arrivent en situation de perte. Et d'une manière générale, et j'ai déjà coupé. C'est le propre des stratégies, il faut pas s'y attacher. Ça marche plus. Il faut les couper à partir du moment où, pour moi, elles respectent pas leurs résultats passés. Elle respecte pas la vitesse de croisière des résultats passés, en fait. C'est-à-dire que pour moi, ça n'a pas de sens de chercher, là, on a 40%, 45% de gains sur un an glissant, mais ça, je m'en fous, en fait. Mais si elle vient chercher la barre des 20% et qu'elle passe dessous, c'est que vraiment ça couille, que l'avantage qui... Ça veut dire que l'hypothèse sur laquelle j'ai travaillé pour créer la stratégie a fonctionné, mais ne fonctionne plus. Je voudrais aussi quand même rappeler quelque chose parce que quand je vois les raisonnements qui me sont proposés, encore une fois, ça va pas en fait. Contrairement à la psychologie ou à l'énergie ou à un certain nombre de disciplines humaines où les règles sont fixes et ne changent jamais, il y a un certain nombre de disciplines comme le sport de compétition, la guerre, on le voit avec l'Ukraine et la Russie, c'est très très intéressant ce qui se passe si vous vous intéressez au marché financier. Suivre la guerre en Ukraine-Russie, c'est vraiment un modèle d'apprentissage des marchés financiers, la guerre Ukraine-Russie, le sport quand les adversaires peuvent apprendre les nouvelles stratégies mises en place par un compétiteur, évidemment, les gens vont chercher des réponses, des solutions pour contrer. Donc dans ces activités-là, rien n'est jamais fixe. C'est toujours variable, ça peut toujours s'arrêter du jour au lendemain. Un avantage qu'on a peut disparaître, etc., etc., etc. Donc on peut jamais être sûr. En fait, ce qui me dérange, c'est l'espèce de puissance et une espèce de certitude dans les cerveaux des gens, l'espèce de confiance dans leur crâne, en fait, dans leur mental, confiance complètement aberrante, surtout quand on connaît l'univers de la finance, à quel point il est sophistiqué. Mais plus que les compétiteurs, on peut jamais être sûr parce que quand on remonte dans le passé lointain, aux États-Unis, on a quand même beaucoup de livres qui ont été publiés, qui ont témoigné de traders, voilà, depuis un siècle. Donc on s'aperçoit que ce problème de règles variables n'a jamais disparu, il sera toujours, ça c'est le propre des marchés. On peut pas avoir confiance dans son mental, on peut pas faire confiance dans une stratégie, on est obligé de dire à un moment, une stratégie, oui elle est géniale, moi je pense que cette stratégie elle est géniale par exemple. Je sais, je l'appelais méga cap, mais en fait c'est pas l'histoire des méga caps, ça repose sur une autre logique. Et je pense qu'elle est géniale. Mais si ça s'arrête de fonctionner, ça s'arrête de fonctionner, il faut couper en fait. Il n'y a pas de... Et j'aurai jamais de certitude en fait. Et en fait, je pense même que toutes les stratégies sont condamnées à arrêter de fonctionner en fait. On le voit dans la guerre en Ukraine avec les drones. Donc, pendant que le show européen, américain fait n'importe quoi en envoyant des armes, on voit que les chars sont trop lourds, qu'ils se font buter, des chars de plusieurs millions de dollars se font cramer la gueule avec des petits drones de 2000 balles, et que donc économiquement, l'Occident est mal barré avec son matos qui coûte très cher, qui est très perfectionné face à leur rusticité et les coûts de fabrication des armes des Russes, et puis leur manière de produire leurs obus et leurs munitions, alors que l'Occident n'a plus de capacité industrielle. Voilà, c'est un game, c'est ni plus ni moins que les marchés qui est sous notre pif, on a juste à regarder, on voit donc que les Russes se sont adaptés, donc maintenant ils mettent une branlée à l'Occident monumentale, et donc on voit aujourd'hui des chars russes et ukrainiens avec tout un espèce de une cage en fait autour d'eux,
Ils ont même protégé les flancs, parce que les Russes attaquaient en rentrant dans les chenilles les drones pour péter les tanks. Donc voilà, l'avantage qu'avaient les Russes avec les drones il y a 6 mois, je pense qu'il est plus en place aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur. Mais c'est la même chose avec les stratégies, tout est voué, donc maintenant il faut que les Russes travaillent sur de nouvelles stratégies pour continuer à coller une branlée aux Ukrainiens, parce que les Ukrainiens ont quand même appris, moyennant de très très lourdes pertes, horribles. Voilà, donc probablement à 99% cette stratégie va s'arrêter de fonctionner dans le futur, je sais pas quand. Donc peut-être qu'il faudra que je la modifie ou clairement je la mette à la poubelle. Mais c'est le regard, en tout cas, que je porte sur les stratégies et les emails que je reçois de certitudes un petit peu prétentieuses et un petit peu bêtes aussi. Je trouve ça un peu choquant en fait. Et si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous dire acheter une université investisseur, c'est pour vous dire méfiez-vous, parce que les marchés, ça ruine à la vitesse de la lumière, ça ruine n'importe quel mec prétentieux qui n'a pas compris la guerre en Ukraine, en Russie, c'est quelque chose de sérieux. Je pense que les Ukrainiens, c'est des crétins dans l'armée. Parce que s'ils étaient intelligents, bien évidemment qu'ils iraient tous se rendre à l'armée russe, qu'ils joueraient pas la partie parce qu'ils n'ont qu'une chance de gagner quoi que ce soit. Donc je trouve qu'il y a vraiment un vrai parallèle à faire entre la crétinerie des membres de l'armée ukrainienne, qui sont probablement pas éduqués, qui parlent pas anglais, donc ils peuvent pas se rendre compte dans quel merdier leurs élites qui ne sont pas élus, puisqu'ils ont arrêté les élections, donc ils sont pas élus. Leur dictature, même s'ils sont officiellement en train de se battre pour le maintien de la démocratie dans le monde, la vérité c'est qu'ils sont en dictature et qu'en plus on doit probablement d'abord les enrôler de force et en plus on doit leur laver le cerveau et leur couper l'accès aux ressources pour comprendre. Et donc, ils vont un peu, ils payent de leur vie, tout simplement, leurs bêtises. Mais les marchés financiers, c'est la même chose. Si on prend pour des cons les marchés, ça se termine par des ruines. Parmi nos clients, vous savez qu'on a 5000 clients en boutique. Rien que les lettres de Loïc Abadi, aujourd'hui, c'est 2000 clients. Et je suis très rassuré de savoir que 2000 personnes suivent les opérations de Loïc, parce qu'au moins Loïc est quelqu'un qui va guider les gens en leur évitant de se cramer la gueule. Loïc prend des branlées, comme tout le monde, on prend tous des branlées sur les marchés, mais il y aura quand même sur le long terme, il a 20 ans de track record, donc lui il a prouvé, alors que ses stratégies par exemple n'a pas prouvé. Mais Loïc peut prendre une branlée, peut-être se dérégler, je sais pas, dans le futur. En même temps, il joue vraiment sur les fondamentaux, value, petite valeur, voilà, donc il y a quand même beaucoup de protection. Mais sur les stratégies, c'est la même chose, c'est-à-dire que moi, je suis garant d'analyser correctement les stratégies pour un université investisseur, mais c'est important. Quand je reçois les emails, quand je lis les emails que je reçois, je m'aperçois que mon job est très très important parce que les gens ne sont pas capables d'être leur propre garant de sécurité sur les marchés, qui est un coupe-gorge encore une fois, et sur les 5000 clients en fait, ça tourne et on a réduit progressivement sur le projet Esprit Argent les clients bourse. Tout simplement parce qu'il y a trop de dégâts en fait. La mortalité est énorme et donc les gens perdent énormément d'argent en bourse. Mais il faut bien reconnaître une chose, c'est qu'ils prennent vraiment les marchés financiers pour des cons, puis les gens se prennent vraiment pour des personnes intelligentes qu'elles ne sont pas. Elles n'ont pas jaugé correctement le risque, et le risque est maximal sur les marchés à chaque instant. Donc en ce qui me concerne, voilà, moi je suis en transparence totale, donc typiquement il me faut au moins 10 ans d'historique sur une stratégie, et après en rolling return sur 36 mois, je refuse qu'une stratégie casse à la baisse ses plus bas sur 10 ans. Je pense qu'il faut la couper, je coupe systématiquement. Donc avant, avec les 6 actions du mois, il y avait une qui s'appelait les 3 actions, elle a été coupée. Les 6 actions du mois sont au bord d'être coupées. Actuellement, c'est flat, mais c'est flat sur les plus bas, et je suis à 2 doigts d'arrêter, tout simplement. Voilà, et qu'est-ce qui se passe quand une stratégie est morte? Je pense que c'est la même chose qu'avec la guerre en Ukraine et en Russie. C'est-à-dire, il faut créer une nouvelle, il faut chercher, il faut comprendre comment le game a changé. Ce qui se passe pour qu'une stratégie arrête de fonctionner, c'est que tout simplement les marchés arrêtent de valoriser. Il y a aussi un autre truc que je reçois, si on fait de la pédagogie jusqu'au bout dans cette vidéo, un autre truc que je reçois, c'est de croire qu'une stratégie de jeu, d'investissement, de trading, gagne parce qu'elle est intelligente. Alors ça c'est faux. Non, une stratégie gagne parce que le marché est en train de valoriser un certain type de comportement, et que donc qu'est-ce que ça veut dire qu'un marché qui valorise
un actif, ça veut dire que à profit égaux, la valeur en bourse augmente. Donc, le rendement diminue mécaniquement. Pourquoi? Parce que les marchés considèrent que cette rente-là est plus sûre qu'une autre type de rente. Par exemple, moi, pour faire un parallèle avec ce que je disais tout à l'heure, je considère que gagner 5,25% en dollars, c'est beaucoup plus sur un an, c'est beaucoup plus sûr que d'essayer d'aller gagner donc 20% sur 6 mois qui se transforme en 6,5% à la louche de gain net de pouvoir d'achat pour mon compte sur les actions du Japon. Je préfère avoir 5,25 sans me réfléchir sur un an, ce qui fait la moitié des gains du Japon, mais le Japon, on va voir ce qu'il va donner au deuxième trimestre, peut-être qu'il va donner zop ta mère et qu'au final, voilà, ça sert à rien, j'estime que ça sert à rien de prendre des risques de 1 ou 2% supplémentaires, c'est-à-dire gagner 7 ou 8% pour un gain garanti de 5,25. Au final, ça n'a pas de sens. Si on prend des risques, autant gagner 10-12% ou alors ne rien faire. Mais c'est ça les mécanismes des marchés qui valorisent. Donc il y a des phénomènes de valorisation qui ont lieu sur des poches de marché, des secteurs, des actifs, des idées, des thèmes. Par exemple, la corruption, les marchés valorisent. Je peux vous donner un exemple de corruption, c'est l'industrie de l'armement américaine qui est complètement corrompue. Donc avec Biden, voilà, pourquoi ma stratégie fonctionne? En partie parce que je vais pas dire ce qu'il y a dedans. En l'occurrence, en ce moment, il n'y a pas de position sur l'armement, mais il y a eu des positions sur l'armement qui ont généré des profits sympathiques sur rotation thématique. Mais voilà, donc les marchés vont valoriser pendant un certain moment et puis après ils vont arrêter de valoriser. Mais imaginons que les marchés arrêtent de valoriser la corruption. Ma stratégie va partir à la cave. En même temps, c'est comme le hic. Justement, quand on est des vieux singes, on va miser sur des secteurs et des comportements qu'on sait qui sont là depuis 30 ans et qui vont pas s'arrêter. Sinon, on va pas se faire chier à prendre un truc qu'on sait que ça va péter dans un an ou deux. Donc, mais beaucoup de stratégies obtiennent des résultats, non pas parce qu'elles sont intelligentes, mais parce que elles sont adaptées à un désir du marché d'acheter cet actif ou cette manière de faire qui est considérée comme moins risquée que les autres manières de faire. Et ça s'arrête. Et donc il faut savoir arrêter et il faut chercher une autre. On ne remplace pas une stratégie qui s'arrête, ça veut dire qu'elle a forcément été remplacée par une autre. Un autre manière de faire, un autre secteur, un autre type de moyen de gagner de l'argent dans les entreprises. Et donc, il faut juste comprendre cette rotation, isoler le nouveau prétendant et faire une stratégie dessus. Mais croire il faut être intelligent pour avoir une stratégie de jeu, ça c'est n'importe quoi. C'est en amont que ça se passe. C'est dans la compréhension de l'allocation du risque faite par Monsieur Mister Market que ça se passe la guerre. Donc, en aval, savoir quand s'arrêter, je pense que c'est vital. C'est vraiment crucial de savoir quand s'arrêter en fait, de savoir quand il faut jeter l'éponge. Et le mieux, ça reste quand même de savoir quand jeter l'éponge quand on est encore en gain en fait. Beaucoup de gens insistent beaucoup trop longtemps et arrêtent quand c'est en perte ou quand il n'y a plus de fric sur le compte de bourse, ce qui est un petit peu dommage. Donc voilà, en gros, une investisseur et ce qu'il y a dedans.